réussir l'année académique 2017-2018 en Côte d'Ivoire? Des astuces dans ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, le cinéma marocain célébré dans le district d'Abidjan. Une dizaine de films marocains seront projetés au public. Enfin, 22 septembre 1980, début de la guerre Iran-Irak. Le conflit entre les deux pays voisins va durer 8 ans. Bienvenue, bonsoir à tous. L'école ivoirienne a officiellement ouvert ses portes le lundi 11 septembre dernier. Mais la reprise des cours est souvent synonyme de stress, d'angoisse même pour les apprenants et parents d'élèves. Alors comment réussir cette année académique 2017-2018? Honorine Anigouri nous donne quelques astuces. Et c'est reparti pour la rentrée académique 2017-2018. Une chose est d'aller à l'école, mais le plus important est de réussir ses études. Samuel Adé, élève en classe de 5e, en est conscient, tout comme Sarah, élève en classe de 6e. Pour eux, les astuces pour réussir leurs études, c'est de mieux entamer le début de l'année. Pour réussir à l'école, il faut étudier. Il faut apprendre ses leçons et il ne faut pas tricher. Il faut beaucoup réviser à la maison. Moi, je commence à me mettre au travail dès maintenant parce que ce collège est un collège d'excellence. Seuls les élèves travaillent peuvent réussir leur cycle scolaire. Awa, en classe de terminale, préconise l'assiduité également aux cours et les révisions une fois à la maison. Pour réussir une année scolaire, déjà, il faut se mettre au travail dès le début de l'année. Pour Françoise, le secret du succès à l'école commence également le premier jour de la rentrée des classes. En cette année scolaire qui vient de débuter, c'est maintenant que les élèves doivent se mettre au travail pour réussir les études et aussi avoir de bons résultats en fin d'année scolaire pour satisfaire nos parents. Étudiants et ex-répétiteurs, Abdoul souhaite que les parents d'élèves soient plus regardants envers les répétiteurs. Aux répétiteurs, il conseille la formation pour être au même niveau d'enseignement que les cours dispensés par les enseignants titulaires. Souvent, les enfants ne respectent pas les répétiteurs. Et quand un élève ne respecte pas les répétiteurs, je pense que ça ne peut pas passer. Quand le parent est là, il doit donner des conseils à son enfant, au répétiteur. Et puis le répétiteur doit être mature quand même. Le parent doit tester le répétiteur avant de dire un rendement bien. Et puis essayer de chaque trimestre voir réellement évaluer. Et puis le répétiteur doit, je pense, aller à l'école, rencontrer les professeurs, comment l'enfant travaille à l'école, comment l'enfant travaille avec lui. Essayer de créer une équation au fait avec l'enfant, le parent, le répétiteur avec les professeurs. Parents d'élèves, ce juriste invite les élèves à s'intéresser aux études en début d'année pour un bon rendement. Clémence Adjiko s'inscrit également dans cette démarche. L'examen de fin d'année commence le premier jour de l'année scolaire. Donc ils doivent se mettre au travail. Nana Djabia Abraham exhorte les parents d'élèves à s'impliquer dans la réussite de leur progéniture et de ne pas les abandonner une fois la scolarité assurée. Aux parents, je voudrais dire que leur tâche, ce n'est pas d'acheter seulement la fourniture, et ils doivent aussi suivre le travail des enfants. Et je sais qu'ils n'ont pas le temps, mais ils doivent aménager leur temps pour pouvoir au moins se rendre dans l'école même des enfants. Il y en a qui ne connaissent même pas l'établissement des enfants. Ils doivent connaître le maître. Comme on le voit, la réussite part d'une bonne préparation des cours. Direction la région nord du pays. Les meilleurs élèves du second cycle de la région de la Bagoué ont reçu récemment des ordinateurs. Ces présents leur ont été offerts par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Le ministre Bruno Koné veut ainsi renforcer les apprentissages des bénéficiaires. Le point avec Charles Tatou de RTI Bouaké. Avec un taux de 87% au BEPC, la Bagoué occupe le premier rang au niveau des directions régionales de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au bac, le taux est de 49%. Ces résultats sont à l'actif du personnel enseignant, mais aussi en environnement, surtout aux salles informatiques, dont du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Un enfant avec son portable, si vous dites tout de suite qu'est-ce qui se passe en Corée du Nord, vous aurez la réponse en quelques minutes.
Nous les encourageons donc à travailler par eux-mêmes au cours de l'année et à faire en sorte qu'ils s'approprient eux-mêmes le savoir. Le ministre Bruno Nabagné-Koné fait la promotion de l'excellence et des TIC au niveau du second cycle dans les lycées et collèges de la Bagoué à travers un prix qui porte son nom. Ce prix est à sa 3e édition. Toutes les grandes œuvres dans l'humanité ont été faites par des grands hommes. Le lien entre tous ces grands hommes, c'est leur assiduité à l'école, c'est leur acharnement à se former, c'est leur curiosité en permanence. Je vais vous dire d'encourager ceux qui ont été primés aujourd'hui, mais vous demandez dans le même temps d'encourager tous les autres à suivre la voie de ceux-ci. Les lauréats du prix Bruno Nabagné-Koné de la région de la Bagoué sont Diara Aboulaye, seconde C, Soumaro Dao Pascal, première C, et Koné Abdul Karim, terminale C. Ils viennent respectivement des lycées modernes de Tengrela, de Boundiali et de Zikitié de Kouto. Les meilleurs élèves ont reçu chacun un ordinateur de la part du ministre Bruno Koné. Daoukro, dans la région centre du pays, le village de Foutou est enfin électrifié et cela grâce au programme présidentiel d'urgence. Les populations ont donc exprimé récemment leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Elles ont organisé une fête de la lumière. On fait le point avec Léon Brou de RTI Boaké. Il peut téléphoner sans crainte d'épuiser sa batterie. Ici à Foutou, dans le département de Daoukro, on recharge désormais ses appareils sur place. Jusqu'à l'an dernier, il fallait se rendre à 25 km faute d'électricité. En ont fait les frais, les boutiquiers notamment. Avant, là, on fait un peu de glace en Bayakro, jusqu'à 25 km. Au moins, c'est ça, c'est sur vélo aussi. Dès que tu as un peu de glace là-bas pour arriver, c'est déjà déglacé. Lampe torche abandonnée, mais pour l'avènement de l'électricité, que de péripéties. Foutou, qui a raté l'infrastructure en 2004, a été omis de la liste des villages bénéficiaires du programme présidentiel d'urgence à l'occasion de la visite d'État effectuée en 2014 par le président Alassane Ouattara dans la région de Lifou. Et je suis allé à la Côte d'Ivoire Énergie. Il me dit, mais j'ai pensé que tous les villages où il y a un roi ou un chef de tribu, on électrifiait les villages. Il dit, mais tiens, ce village, la Foutou là, c'est le chef-lieu de notre royaume. Voilà qui fonde cette journée d'hommage au président de la République, remercier Alassane Ouattara d'avoir sorti Foutou de l'obscurité et plaider pour d'autres réalisations. Des doléances que le représentant du ministre du Pétrole et de l'Énergie promet de transmettre à Thierry Tano sans engager avec l'appui des élus de la région de Lifou les populations de Foutou à la cohésion. Les cadres de ce village doivent s'entendre car les intelligences lumineuses n'ont pas le droit de se mettre en exil du développement commun. L'électricité acquise, prochain projet de la Mutuelle pour le développement de Foutou, l'eau potable. Ouverture en Côte d'Ivoire à Abidjan de la semaine du cinéma marocain. Une dizaine de films marocains sont projetés au public du 20 au 25 septembre prochain. Cet événement culturel qui est à sa 3e édition veut promouvoir le cinéma marocain et renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien. Franck Quadio. Un court-métrage en guise de clap d'ouverture de cette 3e semaine du cinéma marocain. Pour ces 5 jours, ce sont 10 films du royaume chérifien à l'affiche depuis le mercredi 20 septembre. Depuis les années 90, nous coproduisons des films ivoiriens au Maroc. Donc on est très content d'être là et de voir que beaucoup de jeunes sont venus s'intéresser au cinéma marocain ce soir. Et je suis très content de rencontrer les gens d'ici, découvrir les films. Dans la salle de projection, de jeunes cinéphiles, des acteurs et des réalisateurs venus nouer des contacts. Quand je viens, c'est pour échanger avec les Marocains parce que je suis dans le domaine. Tu ne peux pas rester chez toi et puis connaître certains trucs. A Mile of My Shoes, primé au récent FESPACO, et bien d'autres films en projection au Sofitel Hôtel d'Ivoire de Cocody, mais aussi au Palais de la Culture à partir du samedi 23 septembre. Les années paires, nous allons au Maroc pour présenter le cinéma, et les années impaires qui viennent en Côte d'Ivoire pour présenter le cinéma. Qu'est-ce que nous gagnons? Mais c'est le rapport
que nous essayons de tisser entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il y a également aussi un certain nombre de projets sur lesquels nous travaillons. Les cinéastes ivoiriens travaillent avec des partenaires marocains et donc cette coopération va se renforcer. Cette semaine marocaine s'inscrit dans le cadre de la Convention de coopération cinématographique signée le 28 novembre 2011 entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ils sont en avance sur nous, donc nous voulons copier sur eux, qu'ils nous apportent leur expertise pour que notre cinéma aussi puisse être comme le leur. Et c'est la raison pour laquelle justement cette coopération est à saluer. S'inspirer donc de l'exemple du 7e art marocain qui produit en moyenne 20 longs métrages par an, une bonne idée. Les Nations Unies opposées au référendum d'indépendance du Kurdistan irakien. Selon le Conseil de sécurité, ce projet risque de perturber les opérations en cours contre le groupe État islamique ainsi que le retour volontaire de millions de réfugiés. 22 septembre 1980, l'aviation irakienne de Saddam Hussein lance une offensive contre des cibles iraniennes. Ce conflit est officiellement territorial, mais en réalité, l'avènement de la République islamique en Iran a changé la donne dans le Proche-Orient. Le président irakien Saddam Hussein craint une contagion de l'intégrisme chez les musulmans chiites de son pays. Le 22 septembre 1980, l'Irak laïque de Saddam Hussein attaque l'Iran islamique de l'imam Khomeini. Au cœur du conflit, le faible Chat al-Arab, un conflit officiellement territorial entre ces deux pays qui ont en commun plus de 1000 km de frontières. En réalité, l'avènement de la République islamique l'année précédente en Iran a changé la donne dans toute la région. L'Irak craint une contagion de l'intégrisme chez les musulmans chiites de son pays. Dès avant le conflit Irak-Iran, la France se range aux côtés de l'Irak. Un accord est signé le 18 novembre 1975 par lequel la France apporte à l'Irak son savoir-faire en matière nucléaire. Elle lui livre dès 1981 14 kg d'uranium-235. L'Irak est donc encouragé par les Occidentaux, des Soviétiques et bien sûr des pays arabes, tous voulant profiter de l'affaiblissement apparent du régime khoméiniste pour lui donner le coup de grâce. L'Iran ne trouve pour seul allié que l'État d'Israël. La guerre durera 8 ans et fera 1 million de morts. Elle aura pour principal effet de ressouder le peuple iranien autour des mollahs ainsi que de relancer le conflit pluriséculaire entre Perses et Arabes, chiites et sunnites. L'Irak accuse son voisin de diverses provocations, y compris un attentat contre son ministre des Affaires étrangères, le chrétien Tarek Aziz. Il revendique aussi quelques îles dans la voie fluviale du Chat al-Arab qui débouche sur le golfe Persique. Il prétend également porter secours aux minorités arabophones de la province iranienne du Khuzistan. Plus sérieusement, Saddam Hussein veut profiter des luttes entre factions iraniennes pour abattre le régime de Khomeini. Son agression est discrètement approuvée par les États-Unis et l'Europe qui craignent l'islamisme, par l'Union soviétique qui fait face à une rébellion islamique en Afghanistan, ainsi que les monarchies arabes du Golfe qui voient les Iraniens ou Persans comme des ennemis traditionnels. L'Iran est soutenu en sous-main par Israël, en conflit comme lui avec les Arabes. Comme toujours en pareil cas, la guerre est prévue pour se régler en 10 jours. Un bilan sans commune mesure avec tout autre conflit du Moyen-Orient, y compris le conflit israélo-palestinien. La tuerie se solde au bout du compte par un retour au statu quo et un net durcissement de la dictature irakienne. La République islamique d'Iran, qui s'épuisait dans les querelles intestines à la veille de la guerre, se renforce à la faveur de celle-ci, les Iraniens faisant bloc autour de leur gouvernement et de leur armée face à l'ennemi héréditaire, les Arabes sunnites. La présidence américaine de Ronald Reagan est au passage affectée par le scandale de l'Iran Gate, une livraison illicite d'armes à l'Iran en dépit de l'embargo sur ce pays. À Bagdad, Saddam Hussein, isolé par le pouvoir absolu et l'absence d'opposition internationale, dérive vers de dangereuses pratiques. Le massacre des chiites du sud irakien, favorable à leurs coreligionnaires iraniens. Il met au pas les montagnards kurdes du nord qui n'en finissent pas de se battre entre eux contre leurs voisins. Le dimanche 16 mars 1988, il emploie des gaz de combat contre ses propres sujets dans la ville kurde de Halabja, en violation de toutes les conventions internationales. Cet acte commis avec les armes chimiques fournies par les industriels occidentaux suscite une protestation molle de la part des démocrates. Pour Saddam Hussein, l'horizon se gâte lorsqu'il entreprend l'invasion du Koweït.
Un commentaire de Moussa Konaté. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à RTI2.